Eh ben on est parti. Merci beaucoup Stéphane de prendre un peu de temps dans Merci ton à toi, agenda. Jérémy. Donc je t'ai un peu expliqué lors de notre échange téléphonique, mais je vais te refaire un peu le contexte et puis comme ça, pour des gens qui nous écouteraient pour la première fois, ça fera un peu l'introduction. Aujourd'hui on va parler avec un angle d'intelligence artificielle, mais on va pouvoir parler de plein de choses. On va pouvoir parler d'Europe, de régulation, peut-être un peu de souveraineté, de coupure électrique, pourquoi pas. Why not? Et le concept de ce podcast de Tech Generation, c'est que je vais te poser la question en 3 temps. Donc j'imagine que pas mal de personnes t'auront reconnu, mais on parlera de toi après, je te présenterai après. On va d'abord parler de notre sujet. Et donc je vais te poser la question en 3 temps. D'abord comme si j'étais un enfant de 10 ans, peut-être que tu seras habitué à l'exercice. Et donc l'idée c'est que c'est un peu le moment où on peut faire de la pédagogie et justement de ne pas rentrer de manière trop abrupte et trop technique dans nos sujets. Ensuite, je prendrai la posture d'un Jérémy d'une vingtaine d'années, où on pourra y aller un peu plus en profondeur. Et puis ensuite, je prendrai un rôle que j'improviserai à ce moment-là, plutôt une cinquantaine d'années, soit sceptique, soit enthousiaste, on verra un peu en fonction du sujet. Et ensuite, on parlera de toi et on terminera sur la traditionnelle question autour de l'impact. Super. Est-ce que ça te convient comme programme? Impeccable. Top, trop bien. Alors normalement, je te présente pas, mais on va quand même donner un tout petit peu de contexte pour comprendre pourquoi on parle de ce sujet, puisque tu as notamment, dans tes fonctions, député des Français de l'étranger pour l'Espagne, l'Italie, le Portugal, Andorre et Monaco, c'est ça? Tout sauf Italie. Ouais. Oui, non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Italie en plus. Péninsule ibérique et Monaco. Péninsule ibérique et Monaco. Effectivement. Ok. Et c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on parle d'Europe, de régulation, etc. Parce que dans le contexte intelligence artificielle, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et le thème que j'avais envie de prendre aujourd'hui, c'est est-ce que à l'heure de l'IA et de la tech en ce moment, l'Europe peut faire mieux, entre guillemets, que réguler? Pour rentrer dans le sujet, je te propose donc... Alors, je ne sais pas si c'est réaliste, c'est un enfant de 10 ans qui te poserait cette question comme ça, mais on va prendre l'angle et puis on va essayer de mettre la pédagogie qui va avec. Tu dois connaître cette phrase de la tech qui dit les Américains inventent, les Chinois copient et les Européens régulent. D'abord, est-ce que selon toi, ça fait sens? Est-ce qu'il y a une réalité ou est-ce que c'est pure caricature? Et quel rôle l'Europe prend aujourd'hui et peut prendre à l'avenir dans cette espèce d'échiquier? Donc, tu as 10 ans, là, c'est ça? Alors, ouais, je ne t'ai pas du tout posé la question comme quelqu'un qui a 10 ans, je m'en excuse. Mais j'ai une Laissez dizaine l'idée. d'années. Essayons de commencer en mode simple et puis on montrera un peu le jeu au fur et à mesure. Non, la manière la plus simple d'y répondre, c'est que l'Europe, ça reste quand même une vue de l'esprit, souvent. La réalité, c'est que l'Europe, c'est la somme de plein de petits pays, dont la France, dont l'Espagne, qui sont des petits pays si on les compare à des grands pays comme la Chine ou les États-Unis, ou même le Japon ou Taïwan. Et comme on est des petits pays, effectivement, on est des petits marchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent acheter, ou en tout cas, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent consommer ou acheter qu'aux États-Unis, en Chine, en Inde ou au Japon. Et quand on n'a pas beaucoup de gens qui veulent acheter, ça veut dire qu'on est sur un petit marché et que c'est pas si facile de construire des produits qui vont bien se vendre, puisque forcément, on a moins d'acheteurs et moins de marchés que ces grands pays. Et donc, ces produits, les produits qui ont besoin de beaucoup d'acheteurs pour avoir du succès, pour croître et pour avoir un effet presque viral, ils sont moins adaptés ou moins censés ou moins capables d'être développés dans des petits pays comme la France ou l'Espagne que dans des grands pays comme la Chine ou les États-Unis. Et c'est sans doute pour ça, c'est vraiment pour ça que c'est la Chine et les États-Unis qui ont des immenses entreprises de technologie qui ont réussi à grandir sur un marché uniforme, qui parle la même langue, avec les mêmes règles, alors que nous, en Europe, quand une entreprise espagnole ou française, une petite start-up veut lancer un nouveau produit, d'abord, il faut qu'elle le lance sur un marché spécifique, avec sa langue, avec ses régulations. Et puis, une fois qu'ils auront réussi à avoir un petit peu de
de volume, il faudra aller dans le marché d'à côté, avec une autre langue, avec d'autres règles. Et effectivement, ça complique les choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en Europe, on a été moins capable que les Américains ou que les Chinois de développer des géants technologiques. D'accord. Parce qu'en fait, bon, alors, en effet, j'ai auto-sabordé mathématiques, j'ai plus 10 ans en me posant cette question non plus, mais en fait, ce que tu nous expliques, c'est que finalement, l'Europe est un marché beaucoup moins uniforme Ouais. que les deux autres exemples qui sont la Chine ou les États-Unis. Bien sûr. Et si tu as plus 10 ans, on peut parler de l'unification des marchés financiers, par exemple, en Europe. On sait très bien que nos startups et nos entreprises d'innovation, qu'elles soient grandes ou petites, pour se développer, elles ont besoin de capitaux. Et les capitaux, si tu te contentes de ton marché national pour les lever, tu te limites énormément. Que ce soit tes marchés boursiers ou les marchés de venture capital. D'accord ? Et c'est ce qui fait qu'en Europe, souvent, on est très bon pour innover. Alors là, je vais à l'encontre de l'adage que tu as énoncé au début. Je pense qu'en Europe, on est très bon pour innover. Mais par contre, au moment d'accompagner l'innovation et de la faire croître, d'aller sur du scale-up, il y a un moment où on n'a plus les moyens, nous, avec nos petits marchés boursiers français, de Alternext, ou avec nos petits fonds de venture capital français, d'accompagner les boîtes françaises dans les très grosses levées de fonds. Et dans ce cas-là, qui est là ? Le Nasdaq, ou alors les Sequoia, les Accent, donc les très grands fonds qui, eux, sont capables de mettre des chèques de 100 millions de dollars et d'accompagner sur des tours de table dilutifs. Dilutif pour les fondateurs. Dilutif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, les gens qui mettent l'argent à ce moment-là prennent des grosses participations dans le capital de la boîte. Et qui dit grosse participation, dit contrôle. Et que tôt ou tard, ces boîtes qui sont nées françaises, parfois françaises de l'étranger, on peut être une boîte française qui est née à Barcelone ou qui a passé son enfance à Barcelone, mais si un jour elle a besoin de lever 500 millions d'euros, elle va les lever avec des fonds américains. Et si elle fait ça sur la base d'une valo de 1 milliard, ça veut dire qu'elle va vendre 50% de ses parts à un Américain ou à des Américains. Ouais. Et hop, soudain, on a une boîte qui, en termes de gouvernance, devient américaine, avec des actionnaires qui vont lui dire « En fait, il faudrait plutôt que tu te relocalises au Delaware, parce que nous, ça nous convient mieux en termes de fiscalité. » Et voilà, le tour est joué. Donc, on a une innovation française, il y a une innovation européenne, mais parce qu'on n'a pas des marchés financiers suffisamment intégrés, on se laisse diluer par des Chinois ou des Américains qui, eux, peuvent arriver, sortir des gros chèques et prendre le contrôle de ces technologies, de cette innovation. Donc, c'est pas du tout que les Européens innovent moins, mais c'est que les Européens sont moins bons pour scaler, ou en tout cas pour financer le moment où il faut scaler. Oui, il y a ça. Et puis aussi, il y a une conviction en Europe. Enfin, souvent, on entend les politiciens européens dire « Ah, ce qu'il faut, c'est pas réguler Amazon ou Facebook, c'est faire un Facebook européen ou un Amazon européen. » On va faire un Facebook européen ou un Amazon européen. Mais qui le dit, ça ? Des politiciens. Les politiciens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, la création d'un Amazon. Ils ne savent pas que Bezos a créé Amazon en 1996 et que pendant 15 ans, Amazon a fait des pertes. Et que pendant 15 ans, Bezos devait manger du jambon et de la soupe froide, ou en tout cas son équivalent, avant de devenir un méga milliardaire, patron d'une entreprise qui génère des milliards et des milliards d'euros de revenus et de profits. Non, créer un Amazon ou un Facebook, ça demande des années de dédication. Ça demande à chaque fois de doubler l'effort, de redoubler l'investissement, de redoubler les efforts, de remiser à chaque fois sur le rouge, en espérant que le rouge va sortir à nouveau. Et après 10 ou 15 ans à avoir gagné chaque année le pari de l'année antérieure, tu finis avec un mastodonte qui domine son marché et qui exerce presque une situation de monopole. Simplement, en Europe, on n'a pas la patience parce que notamment les politiciens qui sont ceux qui voient les seuls à voir le concept d'un Amazon européen, c'est les politiciens. Parce que ceux qui veulent créer des Amazones en Europe, ils sont d'abord obligés de créer un Amazon français ou un Amazon espagnol, qui tôt ou tard vont aller se faire bouffer d'abord par le vrai Amazon. Ou par l'Amazon chinois. Donc voilà, ça fait partie des problématiques. L'Europe reste
malgré notre union politique et notre intégration politique, ça reste quand même un marché très fragmenté en termes économiques et en termes de développement d'entreprise. Ouais. Et donc, alors, à la fois pour re-rentrer dans un petit côté légèrement provoque et pour reprendre le fil, si je me mets dans les baskets de ce Jérémy d'une vingtaine d'années qui te dit oui, mais de toute façon, les Européens, on est bon que pour réguler. Pourquoi est-ce qu'on régule autant? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas faire, etc. Alors, il y a plein d'éléments de réponse. Mais qu'est-ce que tu répondrais finalement à ce Jérémy de 18-20 ans avec sa fougue qui voit dans la régulation européenne que des freins? D'abord, est-ce que tu partages un peu son ressenti ou pas du tout? Et puis, comment tu lui expliquerais tout ça? En fait, il y a deux modèles. Une fois que tu as perdu la bataille de l'innovation, ou grosso modo que ces entreprises et ces produits innovants qui sont sur ton marché ne sont plus les tiens. C'est pas toi qui les contrôle. C'est pas toi qui contrôle le design ou la gouvernance. Qu'est-ce que tu fais? Tu as deux modèles. Tu as un modèle qui est le modèle chinois. Et là, il faut rendre à César ce qui est à César. Et tirer notre chapeau aux Chinois qui ont été des visionnaires. Ils ont une vision claire. Dès le début, dès 2006-2007, ils se sont dit, ces histoires de réseaux sociaux américains, le jour où ça arrivera en Chine, ça va mettre en danger notre modèle de société et notre modèle politique. D'accord? Parce que ça implique une certaine liberté d'expression, libre circulation de l'information, et c'est incompatible avec le modèle chinois de gestion politique du pays. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, on ne va pas accepter que ces gens viennent modifier notre modèle politique ou notre modèle démocratique ou non démocratique avec une technologie extérieure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer et on va construire notre technologie. Il se trouve que d'abord, on a la capacité de bloquer parce qu'on n'a pas besoin de respecter des critères ou des principes de liberté d'expression qui sont des principes occidentaux dont ici, en Chine, on n'a rien à battre. Et deuxièmement, il se trouve aussi qu'on a capacité technologique de copier ou d'innover et en plus, taille de marché qui nous permet de créer des monstres technologiques qui vont être rentables rapidement sans avoir besoin d'être soutenus par les fonds publics. Donc voilà. Donc il y a le modèle chinois de réaction face aux technologies étrangères et aux grandes plateformes numériques étrangères. Puis le modèle européen, c'est dire, nous, l'Europe, c'est la liberté, c'est l'ouverture sur le monde, c'est embrasser l'internationalisation. On va accepter les produits qui viennent de l'étranger. Par contre, il faut quand même un peu les adapter à la mode européenne. On a des principes, on a des règles de fonctionnement, on a des standards qui sont un peu différents. Donc du coup, on va imposer nos propres règles à nos frontières pour laisser rentrer ces produits et au sein de nos frontières pour que ces produits puissent être opérés si c'est du numérique. Et c'est comme ça que, progressivement, c'est l'Europe qui a pris la main sur la régulation des plateformes numériques. C'est aussi une volonté des pays membres de céder à l'Europe cette prérogative, notamment parce que l'Union fait la force, notamment parce que c'est plus facile de faire plier un Facebook, un Google ou un Amazon si on est l'Europe, avec une capacité de rétorsion à l'échelle d'un continent, que si on est la France ou le Luxembourg. Donc on a accepté de céder la main à l'Europe en termes de prérogatives de régulation de ces plateformes. Et voilà, et du coup, on les régule. On les régule, mais on les accepte. Et en les acceptant, d'une certaine manière, on s'empêche, nous, de créer des plateformes alternatives, puisque si tu as déjà un modèle dominant qui est là, vas-y, toi, avec ta bite et ton couteau, pour créer ton Amazon européen, une fois que Amazon contrôle déjà le marché et que c'est une machine à générer de l'intérêt du client et du cash qui va être réinvesti pour améliorer l'expérience client. C'est des cercles vertueux fantastiques, ces plateformes américaines. Et une fois qu'elles sont en place, ça devient des oligopoles. Elles sont faites pour ça, elles sont pensées pour ça. Alors l'Europe essaie de réagir à ça. Et on sait très bien que l'Europe, dans le passé, et notamment les règles de protection de la concurrence, ont tenté de punir et de restreindre les ambitions monopolistiques des uns et des autres. Mais ils ne sont pas arrivés. La réalité, c'est que le marché de la recherche sur Internet était contrôlé par Google. Les réseaux sociaux, c'est ces 5 géants internationaux. La téléphonie, c'est des constructeurs américains et coréens. Et voilà. Et donc, ce qu'il faut, par contre, c'est s'assurer que ces produits soient adaptés à nos exigences en termes sanitaires, en termes de protection du consommateur et protection aussi de l'impact que ça peut avoir sur nos démocraties. Mais j'allais dire, d'ailleurs, finalement, en ce moment, ça va tellement vite, dans tous les sens, pas forcément dans les bons, potentiellement. Ouais. Moi, je trouve, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais que
là, depuis quelques semaines, alors on verra si au moment où on sortira l'épisode, quelle sera la tendance du moment, donc on va prendre des pincettes en disant ça, mais on se rend un peu mieux compte, là, je trouve, depuis quelques temps, finalement, des bienfaits de la stabilité européenne. C'est-à-dire que Vas-y, il n'y a pas très longtemps. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas très longtemps, on se disait on va se faire complètement bouffer, d'un point de vue IA, on va se faire bouffer absolument. On est fichu. Et là, on se rend compte que les Américains, avec leur libéralisme absolu et Trump aux commandes, partent tellement dans toutes les directions d'un coup, d'un autre, etc. On se dit ok, donc cette surréglementation européenne, finalement, c'est que la phase visible d'un modèle qui est a priori peut-être un peu plus stable et donc sur lequel on a un peu plus de continuité quand même que... De visibilité, ouais. Ouais. En même temps, on passe laisser leurrer. TikTok, c'est la Chine, ok. En revanche, Meta, Google, Apple, etc., c'est des gens qui ont dépassé largement les États-Unis. C'est plus des entreprises américaines. C'est des entreprises que même les États-Unis n'arrivent plus à réguler. Ouais. Déjà parce que aux États-Unis, c'est pas comme en Europe. Aux États-Unis, les États n'ont pas délégué leur capacité à légiférer. Donc, tu as des lois en Louisiane pour réguler Facebook, tu as des lois en Californie, tu as des lois... Enfin, en Californie, il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas trop intérêt à tuer la vache, la poule aux œufs d'or. Et ensuite, au niveau fédéral aux États-Unis, c'est surtout du théâtre. On convoque Zuckerberg, on le met face à un panel de vieux sénateurs qui l'engueulent sans comprendre exactement pourquoi ils l'engueulent, mais ils savent que ça fait de l'audience et ça, c'est rentable politiquement. Mais les GAFAM se contrefichent de ce qui se passe à Washington. D'autant plus que Washington est pétrifié parce que tout ce qu'ils tenteront de faire contre les GAFAM sera attaqué sur la base de la défense de la liberté d'expression, la sacro-sainte liberté d'expression, qui aux États-Unis est passé d'être un principe constitutionnel à devenir maintenant un alibi pour faire n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Elon Musk dit « arrêtez de m'empêcher de manipuler mes algorithmes, c'est une atteinte à la liberté d'expression. » Et donc, au second amendement de la Constitution. Attends, mais liberté d'expression, c'est pas liberté de manipuler l'information ou de diffuser des mensonges ou d'inciter à la haine. C'est pas ça, la liberté d'expression. Bah si. Aux États-Unis, c'est ça maintenant. C'est devenu... Il y a une espèce de confusion qui fait que c'est ça. En Europe, il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur ce que signifie vraiment la liberté d'expression et est-ce que sont les dérives de cette liberté qu'on doit vouloir et pouvoir contrôler. Ouais, qui quelque part peuvent, d'une certaine manière, peut-être pas nous rendre service, mais en tout cas nous montrer avec un peu d'avance les grosses erreurs, les gros panneaux dans lesquels il faut qu'on évite de tomber, quoi. Oui, on les voit venir, les panneaux. Enfin, les Chinois ont été... visionnaires. Après, ils ont mis en œuvre leur modèle, un modèle très radical de protection de leur modèle démocratique, entre guillemets. Nous, en Europe, on a aussi un modèle démocratique. Ce qui est intéressant avec l'Europe, c'est que tu parles de stabilité, mais c'est vrai, il y a une certaine stabilité en Europe. Même si au niveau national, on peut avoir des bouleversements avec un Parlement qui bascule, etc. Quand tu regardes les élections européennes cette année, il y a eu effectivement une énorme montée de l'extrême droite en France, au Portugal, etc. Mais finalement, il y a eu aussi une baisse de l'extrême droite en Allemagne, en Angleterre. Du coup, au niveau européen, quand tu regardes le Parlement européen, les équilibres sont plus ou moins conservés. Donc, il n'y a jamais de révolution au niveau européen. Ouais. D'accord ? Ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Et du coup, il y a une espèce de rythme de croisière un peu qui permet, alors avec en plus les faiblesses du système européen, avec une Commission européenne qui n'est pas élue, qui n'est pas une émanation du Parlement. Hein, c'est des gens qui sont nommés sur la base des choix ou des recommandations des 2-3 chefs d'État qui comptent en Europe. Ouais. OK. Von der Leyen, personne n'avait jamais mis un bulletin von der Leyen dans l'urne pour qu'elle soit présidente de la Commission. Stéphane Séjourné, on n'a pas voté pour lui. Pour qu'il soit. Thierry Breton, on n'avait pas voté pour lui non plus. Donc, il y a quand même, à partir du moment où ces 3-4 grands dirigeants européens sont alignés, et en général, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont quand même plus ou moins alignés sur les grands principes, eh ben, ils réussissent à impulser une Commission européenne qui vise à défendre ces grands principes, notamment société démocratique, enfin modèle démocratique, liberté d'expression, mais protection aussi du consommateur et de la santé publique. Donc ça, c'est des grands principes qui sont quand même assez importants. Et après, évidemment, la Commission européenne, enfin l'Union européenne, c'est quand même une machine à légiférer.
et à remplacer les lois nationales par des lois supranationales. Bon, après, du coup, ça crée un peu des complexités, mais c'est quelque chose qu'on arrive à gérer sur le long terme. Et du coup, sur ce terreau-là, l'innovation, les entrepreneurs, l'entreprise, finalement, quand on se dit tout ça, on a presque tendance à penser que les entrepreneurs européens sont un peu condamnés à leur propre marché, quoi. Déjà, finalement, une boîte européenne qui a du mal. Est-ce que tu crois que on va arriver à exporter, même pas de manière aussi ambitieuse que les gros GAFAM, arriver à exporter dans cette nouvelle donne de la tech certains de nos modèles? Est-ce que... Alors, certains de nos modèles, on n'a pas beaucoup de modèles tech européens qui sont dignes d'être exportés ou qui peuvent être une concurrence fiable ou valable pour les GAFAM. Quand tu regardes les grands modèles européens tech qui ont vraiment triomphé à l'échelle mondiale, tu as quoi? Tu as Spotify. Donne-moi-en un autre, parce que là, tout de suite, j'ai pas vraiment d'idée en tête. J'allais te dire Mistral, mais on peut pas dire que ça ait percé hors d'Europe. Non, alors Mistral, on va en reparler. Mistral, on va en parler. Justement, Mistral, sur l'intelligence artificielle, on peut faire quelque chose au niveau européen. Mais ce qu'on n'arrivera pas à faire, ou en tout cas, ce qui est inutile de poursuivre comme objectif, c'est faire un 5e ou un 6e chatbot qui va essayer de répliquer ce que fait ChatGPT. En revanche, si on se dit effectivement en Europe, on a un problème. On est des utilisateurs contraints de technologies que nous ne contrôlons pas, dont nous ne contrôlons pas la gouvernance. D'accord ? Et donc, les téléphones Apple, on va continuer de les utiliser. L'iOS, enfin le système d'exploitation Apple, Android, on va continuer à devoir les utiliser. Les applications Facebook, Snap, TikTok, on va continuer à les utiliser. Et le contenu YouPorn, enfin le contenu porno va continuer à être contrôlé par YouPorn et OnlyFans. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, Européens? On essaye, alors, première tentative depuis une dizaine d'années, on essaye tant bien que mal de réguler ces gens et de leur dire attention, ça, il ne faut pas le faire comme ça. En Europe, les règles sont différentes. Il faut être un peu plus strict là-dessus, etc. En général, les mecs nous regardent un peu dans les narquois. C'est quand avec le DSA, qu'on commence à leur dire vous allez payer des amendes de 5% de votre chiffre d'affaires. Là, ils se disent bon, il va peut-être falloir qu'on essaie de respecter. En même temps, leur premier réflexe, quand ils voient que Trump gagne ou va gagner les élections, c'est de dire allez, vive Trump, et aide-nous à lutter contre les amendes européennes. Ce qu'on pourrait faire, nous, en Europe, par contre, sur l'intelligence artificielle, où le champ reste quand même totalement ouvert, c'est dire, Mistral, par exemple, au lieu de faire un 5e chatbot, pourrait peut-être devenir une intelligence artificielle faite pour adapter toutes ces technologies au modèle européen sans avoir besoin d'obliger ces gens à changer leur modèle. Par exemple, Mistral pourrait devenir une couche supplémentaire sur nos téléphones qui transforme TikTok en quelque chose de plus vertueux, qui colle plus à ce que nous, on voudrait voir, qui transforme Instagram ou Twitter en quelque chose de plus vertueux. Par exemple, imagine un Mistral. Moi, par an, j'aimerais bien pouvoir installer sur le téléphone de mes enfants une application Mistral qui serait une couche de protection standard européen et qui permet notamment de dire OK, on n'arrive pas à empêcher Instagram, par exemple. J'aurais posé la question. Instagram n'est pas capable, ou en tout cas ne veut pas se donner les moyens de bloquer les dick pics dans les messageries privées. OK ? Moi, ça m'emmerde que des gens puissent envoyer des dick pics à ma fille de 15 ans sur Instagram. Ça m'emmerde. Ça emmerde n'importe quel parent. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Par contre, Mistral peut, au moment où ma fille rentre dans sa messagerie privée sur Insta, peut regarder avant elle ce qu'il y a dans les messages. Et s'il voit une dick pic ou s'il voit des messages d'insultes, de harcèlement, éliminer ces messages ou éliminer ces contenus. Sans que nous, Europe, ayons besoin d'imposer à Insta ou à Meta cette obligation. Donc voilà, si j'étais Mistral, c'est ce que je ferais en fait. Je créerais un modèle d'intelligence artificielle qui vient corriger les défauts de tous ces mastodontes du numérique dont il y a certains aspects qui sont inacceptables d'un point de vue européen. Ouais, non, mais c'est... Finalement, le meilleur moyen d'avoir une tech européenne qui soit puissante, c'est que la tech européenne s'intéresse d'abord à son marché, et puis potentiellement, c'est une fois qu'on sera bon sur notre marché, sur nos marchés domestiques, que d'autres nous envieront. Surtout que, depuis tout à l'heure, on parle de la Chine, des États-Unis et de l'Europe, mais on n'est pas que trois. Il y a d'autres marchés, il y a d'autres endroits. Je pense qu'en Europe, on est différents, on n'est pas tous d'accord politiquement, mais sur certains grands principes.
protection de nos enfants, protection des valeurs démocratiques. Dans l'ensemble, on est aligné. D'accord ? Et c'est pour ça que, par exemple, quand moi j'ai fait la loi influenceur, loi que l'Europe nous disait non, c'est pas nécessaire, c'est déjà couvert par le DSA, alors que non, en fait, c'est pas le cas. Dès qu'on a fait la loi influenceur en France, on a suffisamment bien communiqué vers le monde extérieur pour que l'Espagne, l'Italie, le Danemark la répliquent, au point que maintenant, 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, c'est l'Europe qui dit bon, finalement, OK, on va faire une loi influenceur au niveau européen qu'on va baser sur le modèle qui a été créé en France par la loi Vogetta de Laporte. Donc, on est aligné, grosso modo. Donc, à partir de là, effectivement, on peut faire quelque chose. Parce que moi, je pense que la technologie, c'est très difficile de lutter contre la technologie avec de la réglementation. En revanche, on peut lutter contre la technologie, contre les dérives de certaines technologies, avec de la technologie. Ouais. C'est pour ça que là, Mistral ou d'autres acteurs de l'intelligence artificielle européenne pourraient nous proposer des choses beaucoup plus efficaces que les contrôles parentaux, que les règles inappliquées ou les règles sur lesquelles les GAFAM s'essuient les pieds régulièrement. Ouais. Et alors, du coup, ça me donne envie de savoir, peut-être en plus, ça va permettre de faire la transition jusqu'à ton parcours, mais quand tu... alors, je ne sais pas si c'est ton initiative ou si c'est celle d'un groupe, mais quand vous commencez à réfléchir à cette loi influenceur, comment on s'y prend ? Parce que j'imagine qu'il y a des tonnes de forces en présence. C'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Comment tu... Alors, en fait, quand tu es député, tu peux bosser sur 2 types de lois. Soit les projets de loi qui viennent du gouvernement. Grosso modo, c'est le gouvernement qui dit bon, on va faire une loi sur la fin de vie. Voici le texte. Maintenant, à vous, les députés et les sénateurs, de rajouter ou de retirer certains éléments du texte et d'en faire une loi. Ça, c'est les projets de loi, initiative gouvernementale. Et sinon, il y a les propositions de loi, initiatives parlementaires. Chaque année, il y a 1000 propositions de loi qui sont déposées par les députés et les sénateurs. Et sur ces 1000 propositions de loi, tu en as une quarantaine qui vont être étudiées, une trentaine qui vont être votées. OK. Chaque année. La loi influenceur, c'était une proposition de loi. C'est-à-dire initiative parlementaire. Donc moi, je me rappelle très bien, c'était peu après mon élection en 2022, l'élection qui avait fait tellement de bruit, très visible médiatiquement. En fait, j'ai des gens qui m'avaient interpellé sur les réseaux sociaux, là où j'avais fait ma campagne, en me disant « Tiens, monsieur, maintenant que vous êtes député, maintenant que votre rôle de député a été confirmé, que vous vous intéressez au réseau, regardez, il se passe ceci, il se passe cela, il y a des influenceurs, ils font n'importe quoi, regardez, il y a Booba qui les dénonce, etc. » Je ne connaissais pas, je voyais pas le sujet, mais bon, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant. » Et en plus, personne n'en parlait à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Donc j'ai regardé, et je me suis dit effectivement qu'il y avait un problème. Il y avait des gens qui se ressentaient effectivement comme des victimes, et qui, quand on grattait, effectivement, avaient été victimes d'attitudes et de comportements qui, si ça n'avait pas été sur les réseaux sociaux, auraient été condamnables selon la loi. Parce qu'on parlait de promotion, donc de publicité, pour des produits soit qui étaient des produits illégaux, soit des formes illégales de faire de la publicité. Donc je me suis dit, en fait, ouais, il y a un truc à faire là, parce qu'il y a de plus en plus de publicité qui se fait à travers les réseaux sociaux et les influenceurs, mais il se trouve que cette forme-là de faire de la publicité est utilisée par les marques et par les influenceurs comme un moyen de contourner les règles qui s'appliquent à la publicité. Par exemple, la loi E20 sur la promotion de l'alcool. On sait très bien comment la loi E20 se traduit à la télévision, dans un magazine de presse écrite, etc. Par contre, la loi E20 sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui font semblant de ne pas comprendre que ça existe. Et deuxièmement, ceux qui disent bah non, c'est inapplicable. Enfin, les règles qui ont été imposées, genre on ne diffuse pas une émission on ne met pas de publicité dans une émission qui est diffusée avant 22h et après 6h du matin. Sauf que sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens, puisque tout a une durée de vie de 24 heures, notamment les stories, etc., etc. Donc, je me suis dit, bon, il faut réguler, et je vais faire une proposition de loi qui propose de réguler. Et après, la question, c'est comment tu fais une fois que tu vas être un des mecs qui dépose une des 1000 propositions de loi cette année, comment tu fais pour que ta proposition de loi soit retenue par ton groupe, éventuellement soutenue par le gouvernement. Moi, avant d'être entrepreneur, j'ai vendu, j'ai beaucoup vendu. J'étais un entrepreneur. Donc, j'ai vendu mes services de conseil, notamment. J'ai créé des boîtes qui devaient vendre leurs services. Donc, comment tu fais pour convaincre les gens ? Oui, il faut trouver les moyens de les convaincre. Donc, il faut trouver l'argument, les 30 secondes qui vont attirer leur attention et qui vont leur faire dire à l'acheteur en face, ça je veux.
Et donc, comment j'ai fait? Eh ben, un jour, on était en commission des affaires économiques à l'Assemblée, c'était en septembre 2022. Et ce jour-là, on auditionnait Jean-Noël Barrot, ministre du numérique. Et donc, tous les députés posent une question. Ou alors, qu'est-ce que vous pensez de la régulation euh, du cloud et de la souveraineté numérique en Europe, etc., etc. Donc, moi, ce jour-là, j'ai posé une question. J'ai dit, Monsieur Barrot, il y a un problème sur les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Et d'ailleurs, pour ne pas le citer, il y a des gens comme Booba qui viennent en défense ou qui sont positionnés sur le sujet. Il y a une attente populaire. Et là, le ministre, elle a fait marrer. Le président de la commission a dit, non, je crois que c'est la première fois qu'on parle de Booba à l'Assemblée nationale. Et du coup, ça a buzzé énormément sur les réseaux sociaux. Et tout le monde a commencé à parler de ce moment où tout le monde se marrait de Booba. Et les gens étaient en colère, en fait. Ils disaient, putain, ils se marrent parce que Booba était mentionné. Ça montre la déconnexion de l'Assemblée. Mais en fait, ça a beaucoup buzzé. Le lendemain, j'ai croisé à nouveau Jean-Noël Barrot à Matignon pendant un cocktail. Et il m'a dit, dites donc, monsieur Vogetta, votre histoire, tout le monde m'en parle. il faut qu'on se revoie, il faut qu'on voit le truc parce qu'il y a vraiment une attente. Et en plus, Bruno Le Maire m'avait dit qu'il voulait faire un truc sur les influenceurs, donc il faut qu'on se revoie. Et à partir de ce moment-là, j'avais l'attention du gouvernement. Et il se trouve que Bruno Le Maire avait aussi en tête de réguler, mais il ne savait pas comment. Et on s'est dit, on va réguler avec... il y aura une régulation administrative de la part du gouvernement et de Bercy, mais il y aura aussi un pan législatif qui va être porté par ma proposition de loi. Et on a commencé à travailler ensemble. Et en décembre, j'ai déposé le texte. En janvier, j'ai fusionné mon texte avec celui d'un député socialiste parce qu'il fallait qu'on n'y aille pas en frontal sur des sujets assez similaires. Et puis voilà, c'est devenu un texte qui a été voté à l'unanimité et qui a été donc voté en 2023. Ce qui est amusant, c'est qu'il a été promulgué une semaine après le vote par le président de la République, qui a tweeté en disant la France régule l'influence commerciale, promesse tenue. Ça n'a jamais été une promesse de quiconque au gouvernement et surtout pas de Macron pour la campagne présidentielle. Mais c'était tellement populaire, c'était devenu tellement populaire qu'il s'est approprié le succès de la loi et la popularité de la loi. Moi, ça me va, puisque du coup, derrière, ça l'oblige à s'engager. Ouais. Il faut que derrière, le gouvernement, le président de la République, si c'est votre loi, les gars, allez-y, faites en sorte qu'elle soit respectée. Et c'est pour ça que quand la Commission européenne est revenue vers nous, plutôt vers le gouvernement, en disant « Non, ça ne va pas du tout, la loi influenceur, là. Vous faites des trucs qui ne sont pas dans vos prérogatives, ça rentre en concurrence avec les règles européennes, s'il vous plaît, éliminez cette loi. » Et là, le gouvernement était coincé, il était obligé de la défendre. Donc on était dans le même bateau, et ils ont défendu la loi influenceur. On a modifié certains éléments, effectivement, sur la territorialité des règles qu'on avait imposées, mais, in fine, la loi influenceur, elle a survécu. Et surtout, le temps qu'on se batte avec la Commission européenne, la Belgique, l'Italie et l'Espagne y avaient déjà répliqué. Et donc voilà, finalement, un an plus tard, on en arrive là. Donc voilà, c'est pas simple, mais cette loi influenceur, elle a quand même été votée comme la loi la plus marquante, la PPL la plus marquante de toutes les PPL de la 16e législature. Donc de ces 2500 propositions de loi qui ont été déposées puis votées. Donc ce que tu as fait à ce moment-là, que font peut-être, j'imagine, pas beaucoup de politiques, c'est que tu es redevenu entrepreneur... Comme je suis toujours resté entrepreneur, moi j'utilise toujours les méthodes de l'entrepreneuriat. Oui, c'est logique. Il faut marquer les gens, il faut trouver des concepts qui marquent les esprits. Il faut que les gens se rappellent de ton produit. Si les gens ne se rappellent pas de ton produit, après l'avoir testé, ils ne le rachèteront jamais. Donc là, c'est quoi le produit ? C'est ma parole, c'est mon positionnement sur certains sujets. Donc ça, je l'ai appliqué effectivement au moment de promouvoir qu'on arrive sur un texte sur les influenceurs. Au moment d'organiser ma campagne électorale en 2022 contre Vents et Marées, contre Manuel Valls, etc., j'ai aussi mis en place une approche entrepreneuriale, on va dire, une gestion de projet en situation de crise, où il y avait un mois pour réinventer un produit. Et c'est ce que tu fais encore souvent valoir en expliquant que la politique française ne doit pas être un tribunal d'inquisition de l'entrepreneuriat quand il y a des chefs d'entreprise. Oui, voilà. Après, ça, c'est autre chose. Après, effectivement, je reste toujours entrepreneur dans l'âme et défenseur de la liberté d'entreprendre, de la liberté de gagner de l'argent, la légitimité de réussir. Et du coup, à l'Assemblée nationale, qui est un terrain fertile pour les discours anti-entreprise, anti-réussite, anti-argent, moi, j'essaie de remettre les pendules à l'heure. Mais là, pour le coup, c'est de la communication. C'est aussi un des produits que je vends aussi, c'est ça, c'est d'être le député entrepreneur qui est là pour défendre certains principes envers et contre un discours ambiant qui n'est pas très favorable. Et alors, je sors du sujet 2 secondes, puis après on y revient, mais
Est-ce que, là j'ai une question vraiment totalement innocente qui me vient. Est-ce Ouais. que le fait d'être député des Français de l'étranger sur une circonscription comme la tienne, euh, comment dire? Je sais pas, peut-être que dans les expatriés, il y a une plus forte population d'entrepreneurs, ou en tout cas une population qui est plus, même d'entrepreneuriat de vie finalement, parce que quand on s'expatrie, même si on n'a pas créé une boîte, on porte un projet plus fort. Et est-ce que ça te porte un peu plus que si tu étais député d'une circonscription sur le territoire national? Je ne sais pas si ma question est claire. Ça mais... me porte dans quel sens? Je- Ça me je- donne plus de force ou de... Ouais, ouais. Écoute, moi, je pense que les Français de l'étranger qu'ils soient entrepreneurs ou pas, ils sont plus entreprenants Oui, c'est ça, que exactement. les Français de France. Parce que le fait de partir, de quitter ton pays, c'est jamais neutre. Mm. Ça démontre un certain courage. D'accord? Un goût du risque. Ça, c'est une chose. Et ça me correspond totalement. Je suis Français de l'étranger depuis 30 ans. C'est parce que je partage ce goût du risque avec l'ensemble des gens. Et je pense que c'est pour ça aussi que, contre vents et marées, sans étiquette, j'ai gagné mon élection en 2022. Parce que les gens se sont dit, putain, ce mec, Et comme nous. entre guillemets, il a des couilles. Il est un peu comme nous, quoi. Mm. Il se laisse pas dicter sa loi par sa nationalité ou par son étiquette politique. Et c'est ça que j'ai voulu promouvoir à l'époque, pour que les gens comprennent bien pour quel produit ils votaient. Voter pour moi, c'est voter pour un mec qui sera indépendant, qui n'aura pas peur de dire ce qu'il pense, même si ça veut dire se lever contre un système, se lever contre une hiérarchie, etc. Quand tu crées un nouveau produit, quand tu crées une nouvelle technologie, tu veux remettre en cause un ordre établi. Tu veux pas forcément faire une révolution, mais tu dis tu respectes pas forcément. C'est pas parce que quelque chose existe que c'est forcément le meilleur des mondes. En tout cas, tu crois en quelque chose et Voilà, tu l'assumes. tu crois en quelque jusqu'au chose. bout. Alors après, une autre caractéristique des électeurs français de l'étranger, c'est qu'en général, ils votent pas beaucoup pour les extrêmes. D'accord? Il n'y a jamais eu de député RN ni de député LFI chez les Français de l'étranger. Ça vote souvent socialiste, macroniste, LR, mais ça ne va pas au-delà. Donc d'une certaine manière, à l'heure où la France, en juin dernier, pouvait basculer soit vers le LFisme, soit vers le RN, moi j'étais plus tranquille que mes collègues, de France. J'avais pas la menace, même si je me retrouvais au second tour face au RN, le RN n'allait pas gagner contre moi. Et en me retrouvant au second tour face à la LFI plutôt que face à la socialiste, le NFP m'avait rendu service en me foutant un LFI dans les pattes plutôt qu'un socialiste. Donc effectivement, voilà, dans ce sens-là, à l'étranger, chez les Français de l'étranger, ça me facilite un peu la tâche à moi qui n'ai pas vocation à défendre des visions du monde qui sont d'un extrême ou de l'autre. Ok. Génial. On a fait un gros tour. Je vois le temps qui passe. Je me dis qu'il faut quand même qu'on aille un peu sur les autres parties, surtout que je suis hyper curieux et peut-être que les gens qui nous écouteront aussi. Moi, la question que j'aime bien poser maintenant sur toi, à proprement parler, en sortant du reste, c'est quel est le chemin qui t'emmène alors, je sais pas, tu n'auras peut-être pas envie de démarrer de ton enfance. C'est toi qui décideras à quel moment tu as envie de démarrer. Mais quel est ton cheminement de tout ça? D'abord, du jeune Stéphane Vogetta, étudiant peut-être, puis celui qui travaille, tes premiers jobs, entrepreneur, et puis aujourd'hui député. Tiens, tourne-toi. Prends le bouquin là-bas, noir. Celui-ci? Ouais. Ah bah ouais. Voilà. Tu vois, Remontada. Tout est là en fait. Mais pour C'était pas prévu ça. C'était pas prévu. On croirait que c'était bossé à l'avance. Non, mais c'est un bouquin que j'avais offert à Guillaume Rostand de la French Tech, qu'on salue Parce qu'on d'ailleurs. est chez lui encore. Parce qu'on est chez lui. Mais qui raconte aussi. Remontada, c'est pas seulement mon combat électoral de 2022, c'est aussi un parcours de vie. Où, grosso modo, moi je suis né dans une petite ville de province. J'ai passé mes 20 premières années dans une petite ville de province. Toute petite ville, Toul, en Meurthe-et-Moselle, dans le 5-4. Okay. Tu connais pas, mais c'est tout petit, tout pourri. Et à l'époque, j'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais être député. J'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais monter des entreprises. J'aurais jamais pensé qu'un jour je vivrais ou je travaillerais hors d'un rayon de 20 km autour de ma ville de naissance. Okay. Puis finalement, je me suis rendu compte en faisant des choix, d'abord de partir en prépa, ensuite aller étudier à Paris. Puis ensuite, un premier stage, une première expatriation en stage à Londres. Je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup des limites qu'on se fixe sont artificielles. C'est juste dans la tête. Et en plus, je me suis rendu compte que j'aimais bien ces moments où on prenait une décision en n'ayant pas tous les facteurs en main. Et en ne sachant pas si cette décision était la bonne ou la mauvaise. Mais tu te dis, en même temps, si je me plante, c'est pas très grave.
Et donc, il y a plusieurs fois dans ma vie où j'ai pris des décisions en me disant, bon, ça peut très bien ne pas marcher, mais ça va être marrant. Et l'expatriation, à chaque fois que je suis parti dans un pays différent, d'abord en Angleterre, enfin, je suis parti en Italie, sans parler italien. Je suis parti en Angleterre, bosser en parlant un anglais moyen. Ensuite, je suis parti en Espagne en ne parlant pas un mot d'espagnol. Et à chaque fois avec la même boule au ventre, mais... et je cite dans ce livre une phrase qui m'a toujours inspiré. C'est une phrase c'est extrait d'une chanson de U2. C'est Uncertainty can be a guiding light. Hein. L'incertitude peut être la lumière qui te guide. Il y a des gens qui ont besoin d'être guidés par la certitude de ce qui va se passer, s'ils font ceci, s'ils font cela, qui veulent absolument savoir où ils seront dans 1 an, dans 5 ans. Moi, j'adore le fait de faire des trucs en me disant, je sais très bien que ça implique que je ne sais pas ce que je ferai dans 2 ans, mais en même temps, j'aime bien cette incertitude. D'ailleurs, on en parlait un peu tout à l'heure, sans révéler à l'heure du déjeuner. J'aime bien réfléchir à ce que je ferai une fois que je serai plus député, parce que je n'ai pas l'intention d'être député toute ma vie. Mais je suis curieux de savoir ce que je vais faire de ma vie une fois que je serai plus député. Parce que je sais que je retournerai pas faire ce que j'ai fait avant, donc je vais faire quelque chose de différent. Et le fait de pas encore savoir provoque pas forcément de l'inconfort. J'adore. C'est de la curiosité, quoi. J'adore le fait de pas savoir, mais de savoir que l'éventail est là et qu'il est assez large et que j'aurai la capacité de faire des choix. Alors pourquoi à un moment donc j'ai choisi faire une carrière dans le privé, c'est logique. Je suis parti à Londres en banque d'affaires. Ensuite, je suis parti de la banque pour monter mes propres boîtes de conseil, d'investissement ici en Espagne. Et à un moment, effectivement, quand j'étais dans ce monde d'entrepreneuriat, j'avais plus de liberté, plus de flexibilité. Et donc, j'ai pu aussi m'impliquer un peu dans ma communauté. Ma communauté, c'est les Français de l'étranger. Et donc, à ce moment-là, quand ma fille est rentrée au lycée français de Madrid, je suis devenu assez rapidement président de l'association des Français de Madrid parce qu'ils avaient besoin de moi pour gérer et restructurer l'association qui avait des problèmes comptables, des problèmes fiscaux, enfin, pas mal, des problèmes logistiques aussi. Ça, je savais faire. Je connaissais rien à la scolarité, aller au lycée français, mais par contre, gérer une petite PME de 200 000 euros de chiffre d'affaires, ça, je savais faire. Donc, j'ai fait ça. Et puis, en devenant représentant des parents du lycée français de Madrid, qui est un des plus grands lycées français du monde, soudain, tu apparais sur l'écran radar des politiques. Et donc, ils sont venus me chercher 2 fois de suite. Okay. Alain Juppé, ou les représentants d'Alain Juppé sont venus me chercher pour me demander de faire sa campagne électorale pour la primaire de la droite et du centre en Espagne, donc en 2016. Ça n'a pas marché, enfin, il a perdu. Ensuite, j'ai arrêté. Enfin, je me dis, bon, je retourne à mon business. C'était à côté, quoi. Et puis, en 2017, quand Macron a sélectionné ses candidats pour être député, moi, je n'étais pas du tout candidat, je n'étais pas du tout macroniste, mais la candidate choisie par Macron, Samantha Cazbonne, Emmanuel m'a proposé d'être son suppléant. Parce qu'elle disait qu'on avait un profil complémentaire, secteur privé, elle fonctionnaire, homme, femme, moi parent d'élève, elle ancienne enseignante. Puis je n'étais pas convaincu, je me suis dit que la politique pourrait me nuire au niveau professionnel. Puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, par curiosité, pour voir un peu comment ça se passe, avoir une petite vision sur l'envers du décor. Et puis voilà, sachant que là, pour le coup, il n'y avait pas de vocation à devenir député derrière, parce qu'elle n'avait pas vocation à devenir ministre ou à mourir jeune, ce qui sont les 2 configurations dans lesquelles tu remplaces. Mais finalement, elle est devenue sénatrice. Et donc, il y a un jour, elle m'a dit, écoute, je suis tête de liste au Sénat pour les élections sénatoriales, donc tu vas sûrement devenir député, donc prépare-toi. Et donc, je suis devenu député un peu par hasard, finalement. Donc, c'était un side project, la politique, au début. Ah, complètement. Mais c'est toujours un side project. C'est marrant. Ça l'est toujours. Je veux surtout pas devenir un professionnel de la politique. Je veux surtout pas avoir besoin de rester dans ce monde, tu vois. Parce que le fait de pas avoir besoin de rester dans ce monde, le fait même de me dire tous les jours, putain, vivement que ça s'arrête, en fait, c'est conneries. Parce que, l'air de rien, tu perds quand même beaucoup de temps. Le temps utile. Et encore, moi, j'ai fait des choses qui sont quand même très utiles. Il y a beaucoup de députés, même de la majorité, qui font rien, quoi. Qui regardent les trains passer en permanence, qui n'arrivent pas à avoir d'impact. Et ça, j'aurais du mal à supporter. Moi, je fais des trucs utiles, mais c'est quand même un monde de faux semblants, un monde où tu te fais engueuler par tout le monde, à droite, à gauche, en permanence, tout le monde te juge. Parce que t'es responsable de ça me dérange pas, mais... et aussi un monde où, désolé, je vais être honnête, où même si on est bien payé en tant que député, on n'est pas aussi bien payé que quand on réussit dans le secteur privé. Donc, il y a un petit côté sacrifice, pour moi, un sacrifice professionnel, sacrifice personnel, parce que je vois beaucoup moins mes enfants, parce que je suis à Paris ou en voyage en permanence. Donc, moi, si demain ça s'arrête, député, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Au contraire, j'ai hâte de découvrir. Tant que je le suis, je vais le faire à fond. OK ? Mais le jour où ça s'arrête, c'est pas grave. Et le fait que ce soit pas grave que ça s'arrête un jour, pour moi, c'est une force. Puisque d'habitude, les ministres
ou les lobbyistes qui viennent te voir, ils comptent avec le fait que tu as envie de rester député, voire même un jour de devenir ministre à leur place. Sauf que c'est pas du tout mon ambition. Ce dont on parlait Et du coup, c'est là que ça me donne un petit supplément d'âme qui fait que je suis moins gérable que ne peuvent l'être mes collègues. Ouais, c'est toujours pareil. C'est encore quelque chose qu'on peut appliquer au business. Quand tu n'as pas besoin de vendre ton produit, tu le vends toujours mieux. Effectivement. Si t'es aux abois. OK. Il faut avoir une conviction qui va au-delà de la nécessité. Génial. Ouais. Et alors, tu sais quoi, comme ça, on va aller vers la fin et puis on va pouvoir te libérer. Tu as parlé d'impact il y a 10 secondes. Ouais. C'est la dernière question que j'aime poser, moi. Sur l'impact, alors souvent on dit, mais l'impact dans quel sens? C'est au sens assez large. Traditionnellement, on définit l'impact, pour moi, l'impact positif sur ton écosystème. Alors du coup, toi, ton écosystème, il est large, plus large que les invités d'habitude. Mais moi, je le traduis souvent au comment tu places tes curseurs, l'impact social, sociétal, environnemental. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Alors, dans le rôle politique, c'est assez naturel, mais finalement, comment tu te positionnes là-dedans? Quelle est la place de l'impact dans ce que tu fais au quotidien? Ouais. Écoute, moi, il y a un moment de ma vie où j'ai eu un gros impact. C'était quand je conseillais le gouvernement espagnol, la Banque d'Espagne, sur le sauvetage du système financier espagnol. Que je parlais avec le FMI, etc. C'était il y a 15 ans. J'étais totalement au centre de ce jeu-là, le seul étranger impliqué dans le sauvetage de l'Espagne. Enfin, et à cette époque-là, j'avais 35 ans. Je me disais, putain, plus jamais dans ma vie, je vais revivre ces moments-là, quoi. Où mes décisions, mes conseils pèsent à ce point sur l'avenir du système financier espagnol, ce qui pèse, in fine, sur la vie de tous les épargnants et même sur l'Europe, puisque si l'Espagne tombait à l'époque, c'était un gros problème pour l'Europe. Et donc, quand ça s'était fini, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, je vais retourner en mode plus indépendant. Je vais recommencer à gagner ma vie de manière indépendante, etc., etc. Mais j'aurais plus jamais l'impact que j'ai eu à cette époque-là. Et puis, soudain, je me suis retrouvé en politique, avec un petit impact médiatique au moment des élections. Et soudain, avec cette histoire d'influenceur, j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la régulation effectivement du numérique. Et je mesure chaque jour davantage à quel point c'est quelque chose de structurant pour nos sociétés. Non seulement en termes de protection de l'enfance et de s'assurer que même si les réseaux sociaux, même si le numérique, c'est très positif dans l'ensemble, mais il y a quand même des effets négatifs et délétères qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser. Okay, mais surtout en termes de qualité démocratique de notre société occidentale, c'est déterminant. Donc, à partir du moment où il y a un impact sanitaire, plus un impact démocratique, et que ça dépasse non seulement l'échelle de ma circonscription, à savoir des gens qui m'ont élu, mais que ça commence à impacter les règles que je mets en place et l'espèce de, pas révolution culturelle, mais l'approche volontariste du changement des règles, impacte non seulement la France, mais maintenant le niveau européen, et qu'une fois que les régulations européennes vont être mises en place, du coup, à l'échelle mondiale, ça va commencer à être une nouvelle référence. Je me dis, putain, ça y est, je retrouve un impact duquel j'aurais pas rêvé, que j'aurais pas rêvé d'avoir une nouvelle fois dans ma vie. Mais là, je l'ai à nouveau. Et il faut pas que je lâche là-dessus, parce que je me rends bien compte que de par le fait que je sois pas soumis à des impératifs de discipline politique d'un parti, soumis à la volonté ou à la pression d'un gouvernement parce que je suis indépendant, et soumis aux influences des lobbyistes parce que je n'ai pas besoin de leur argent ou de leur recyclage professionnel, j'ai une opportunité exceptionnelle de continuer à avancer sur le sujet et d'essayer qu'on aille dans le bon sens collectivement. Pas pour ma pomme, mais parce que j'ai des enfants, j'ai 3 enfants qui sont ados ou futurs ados, mais par extension pour tous les enfants et puis pour nos sociétés occidentales, je me dis que si je peux mettre un tout petit grain de sable dans cette pyramide qui va essayer de faire en sorte que nos sociétés occidentales ne soient pas bousillées par les dérives de la manière de laquelle peut être utilisé ou est utilisé le numérique, j'aurais eu un impact suffisant pour ma vie. Après, j'aimerais bien aussi avoir un impact écologique, mais je ne peux pas tout faire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, il faut choisir ses combats. Mais c'est marrant parce que si on tire un peu le fil et qu'on revient à ce qu'on disait au début, finalement, ce rôle politique qui est venu comme un side project et cette appétence pour la régulation des réseaux qui est venue, pas par hasard, mais qui est arrivée c'est ça, comme ça, et va peut-être... Enfin, c'est pas va peut-être, est en train d'avoir une répercussion européenne. Et donc, ça se trouve...
Stéphane grandit dans le 5-4, tu auras réussi à faire changer un peu Meta ou TikTok. Ouais, mais sur le Vincent. c'est le but du jeu. Et effectivement, une fois que tu as l'opportunité, une fois que la vie te donne l'opportunité d'avoir un impact, il faut jouer le coup à fond. Il faut jouer le coup à fond. Ouais. J'avais pas l'intention d'être politicien. Moi, je regardais ça de l'extérieur en me disant, c'est quand même tous des guignols. Une fois que tu es dedans, on reste tous des guignols, moi-même. Hein. On me met sur un plateau télé, je raconte n'importe quoi, effectivement, parce que ça fait partie du jeu. Mais tu es quand même dans une position de pouvoir où tu as la capacité de faire bouger les choses. À une échelle qui n'a rien à voir avec l'échelle de l'entrepreneuriat. Et ça, cette opportunité-là, il y en a qui passent leur vie à la poursuivre et qui ne l'obtiendront jamais. Moi, je n'ai pas passé ma vie à la poursuivre. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Mais il se trouve que j'arrive à le faire. Donc, c'est pour ça. Tant que j'aurai la capacité de le faire, je vais continuer en y allant à fond. Et le jour où ça s'arrêtera, j'espère que j'aurai accompli suffisamment pour pouvoir me dire que j'ai eu une deuxième phase d'impact significatif dans ma vie. Puis j'imagine que tu dois être un oiseau rare, je ne sais pas, mais à la fois entrepreneur et député, vous ne devez pas être tant que ça. Non, on n'est je pas suppose. beaucoup. On n'est pas beaucoup. C'est ce qui fait tout ça. Bon, c'est, je pense, une belle façon de conclure. Merci beaucoup, à la fois pour ton temps et tous ces enseignements. Non, mais merci Il va à toi pour falloir que je lise le l'invitation. bouquin maintenant pour Un plaisir. avoir le reste de l'histoire. Lis-le. Top, trop bien. Il se lit vite. Bon, super. Remontada. Et si vous l'achetez sur Amazon, tous les profits, tous les bénéfices vont pour les associations d'entraide de la région, notamment à la Société française de bienfaisance de Valencia. Et ben voilà, on reparle d'impact, alors comme ça on boucle la boucle. Exactement. Merci beaucoup, merci à tout le monde et à tous ceux qui ont aidé à organiser tout ça. Et puis j'espère que vous avez profité de cet épisode de The Tech Generation. Salut.